bien m'accompagner. Viens. Si, je tiens. Non, il faut bien que ce repas soit amorti. C'est bien qu'il y ait Professeur Bertrand, tu amènes le professeur Allez, venez. On a perdu Marie-Christine. Ici, rapide. Elle est là. Où elle est? C'est nous qui allons parler pendant une heure. Je peux même plus fermer le desk. Oui, moi non plus. Madame la conférencière, venez à côté de moi. Je le mets plutôt singulier. Ah ben non, mais il ne faut pas le mettre au singulier, c'est une faute. Et si vous regardez la Société internationale des origines de la vie, il y a toute une Alors, messieurs, dames, nous allons commencer notre troisième conférence du cycle sur les origines que nous organisons à la ville de Nice avec plusieurs partenaires. Je vais les citer en espérant n'oublier personne. Bien évidemment, l'Université Côte d'Azur, avec l'entité Observatoire de Nice, Côte d'Azur, représentée par son directeur Stéphane Mazevé, que je voudrais remercier, qu'on peut applaudir. C'est un lieu magique et il fait un gros travail pour redonner l'éclat des bâtiments, de l'histoire de ce lieu. Donc voilà. Et scientifique, bien évidemment. Voilà. L'Institut de paléontologie humaine avec le professeur Delumlé, que nous remercions. L'Université de la Sorbonne avec Marie-Christine Morel aujourd'hui qui nous fait une superbe conférence sur l'origine de la vie et qu'on peut applaudir aussi. Et puis je suis très content aussi d'avoir à mes côtés quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, qui est le doyen de la faculté de droit, Xavier, notre ami directeur doyen de la faculté de droit et vice-président de la métropole en charge de la recherche. Donc voilà quelque chose de très important, monsieur Xavier Latour. Je vous demande de l'applaudir et il nous aide sur nos projets. Et je voudrais vous remercier le public parce qu'aujourd'hui ce n'était pas évident avec le jour de grève. Vous êtes présents, toujours aussi nombreux. Et ça nous enthousiasme à continuer nos cycles de conférences. Vous savez qu'après les origines, il y aura un cycle à l'automne sur le Muséum d'histoire naturelle et un cycle entre novembre et décembre sur les jeunes doctorants qui viendront présenter leurs nouvelles recherches avec l'université, avec, que ce soit en sciences, en droit, en sciences humaines. Voilà, de leur donner leur première présentation publique. Et vous serez donc, j'espère, nombreux à venir les encourager parce que notre université, notre belle université de Nice, avec toutes ses composantes, a des talents incroyables. Et donc aujourd'hui, on est là pour justement venir à la rencontre du public niçois. Donc merci à vous tous. Si le professeur veut dire 2 mots, mon collègue ou le directeur de l'Observatoire, vraiment, c'était pas prévu, hein, mais on est un peu hors protocole. Mais peut-être le professeur, pour commencer, un petit mot sur ce cycle, sur les origines. Oui, bien, monsieur Jean-Marc Jaume, délégué à la recherche, à la culture scientifique, a proposé d'organiser ce cycle de conférences sur les origines. Car vous savez que dans la région, entre la mer et la montagne, il y a plein de laboratoires, plein de chercheurs, de très nombreux chercheurs, qui travaillent sur les origines, sur l'astronomie, sur l'origine de la vie, sur l'origine de l'homme. Et c'était le lieu idéal pour organiser un tel cycle de conférences. Et c'est arrivé dans les oreilles de M. Jaume, qui a tout de suite dit « on va le faire ». Les grandes oreilles, oui. Xavier. Donc bonjour à tous. Donc c'est vrai que c'est un plaisir d'être à ce cycle de conférences pour les origines, parce que l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est un des établissements français autour de l'astronomie et de l'astrophysique, s'intéresse bien sûr aux origines de la vie et de chercher de la vie sur d'autres planètes. D'ailleurs, Alessandro Morbidelli est venu vous faire une très belle conférence, on m'a dit, il y a quelques semaines, la semaine dernière. Et donc, il y a 15 jours, voilà, j'ai pas de bon, on ne me souffle pas les bonnes dates à l'oreille.
Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Alors j'aurais pu venir aussi pour Alessandro, mais je le vois tous les jours. Mais c'est un plaisir de soutenir et d'accueillir à Nice et dans le périmètre Marie-Christine. On se connaît depuis un petit moment, qui est quand même, qui fait partie des acteurs très visibles en France sur les questions des origines de la vie, qu'elle approche d'un point de vue de la biologie, avec de fantastiques ouvrages qu'elle a écrits que je vous recommande de lire. Donc c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Marie-Christine. Oh, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être là, ce qui me permet de remercier mon collègue Jean-Marc Giaume pour l'extraordinaire travail qu'il fait au sein de la mairie de Nice quant à la médiation scientifique, à la diffusion de la culture scientifique, qui est un sujet extrêmement important. Il n'y a pas de recherche enfermée dans les laboratoires, il n'y a pas de recherche isolée. Il y a une recherche ouverte sur la société, pour la société, avec la société. Et ce cycle de conférences sur les origines en est la plus parfaite illustration. Nous avons l'immense chance d'avoir à Nice une vie scientifique extrêmement dynamique, extrêmement riche, avec des laboratoires de rang international. L'Observatoire de la Côte d'Azur en est l'exemple le plus explicite, parmi les plus explicites. Nous avons un très grand dynamisme sur ces sujets-là, dans beaucoup de domaines, des sciences dures, médecine, physique, chimie, les sciences humaines et sociales, bien évidemment aussi. Et nous sommes de ce fait extrêmement heureux et fiers de pouvoir partager avec vous le dynamisme de cette recherche niçoise. Merci à toutes et à tous de votre présence, de votre fidélité à ces conférences. Et Jean-Marc sait qu'il peut compter sur le soutien de la délégation à l'enseignement supérieur ou à la recherche, et comme je sais que je peux compter sur son soutien pour la diffusion de la culture scientifique. Merci beaucoup. Alors donc, nous allons passer la parole au professeur de la Sorbonne, Madame Morel. Je voudrais lui dire et la remercier parce que, avant de faire la conférence, tout à l'heure, nous avons fait une petite réunion de travail où nous travaillons en futur cycle de conférences et notamment au projet autour du muséum d'histoire naturelle, qui est un projet très important. Et vous dire qu'elle a accepté de participer, comme le professeur de Lumelay, comme Xavier, comme Stéphane Mazevé, à notre projet de diffusion et de mise en perspective de ce lieu extraordinaire qu'est le Muséum d'histoire naturelle. Les origines de la vie, le Muséum d'histoire naturelle, on est au cœur du sujet, Marie-Christine. Je vous passe la parole et je vous remercie. Je vous remercie. C'est toujours très émouvant pour moi de venir parler à Nice. Alors, je ne sais plus dans quel micro je dois parler. Je laisse tomber celui-là. Donc oui, puisque je suis niçoise, je ne cesse de le répéter depuis que je suis là, parce que j'adore cette ville. Et c'est donc un grand plaisir pour moi de venir parler des origines, puisqu'effectivement, je m'origine ici. Alors, je vais essayer de vous raconter ce qui se fait. Alors, je vais essayer de vous raconter ce qui se fait sur la question des origines de la vie, à la fois sur le plan scientifique, mais pas seulement, en essayant d'ouvrir un peu tout ce que la question de la recherche en laboratoire des origines de la vie a ouvert comme perspective en biologie et en sciences, vous allez voir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cet exposé « Origine au pluriel », parce on n'en sait toujours rien, on ne sait pas si la vie est apparue une seule fois sur Terre ou est apparue plusieurs fois sur Terre. Et puis la vie est-elle apparue uniquement sur Terre ou sur d'autres planètes ou encore ailleurs dans l'univers. Donc nous allons voir ensemble où sommes-nous, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. C'est un peu toutes ces questions, tout ce questionnement qui ouvre sur la situation actuelle de notre planète, la Terre, et de la diversité biologique telle qu'elle s'exprime, telle qu'on la voit, qu'on l'observe, et celle que l'on ne connaît pas. Donc je vais développer toutes ces questions-là et de quels outils nous disposons pour en savoir plus.
Alors, pour les anciens, enfin, c'est-à-dire ceux qui ont assisté, quand je parle d'anciens, aux 2 premières conférences, je vais dire quelque chose dont vous avez certainement entendu parler avec Jean Audouze, qui a inauguré ce cycle de conférences autour des origines de l'univers. Donc Jean Audouze a dû vous présenter donc, la galaxie, les origines de la galaxie, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Et puis, vous voyez que notre galaxie, qui est représentée ici, que l'on appelle également la Voie lactée, contient un très 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 grand nombre de milliards, de 200 à 400 milliards d'étoiles, qui sont, comme notre Soleil, entourées de centaines de millions de planètes. Et puis vous voyez que nous sommes ici, donc dans la Voie lactée, ici nous sommes situés en banlieue, on n'est pas au centre du monde, on n'est pas au centre de la Voie lactée, on n'est pas au centre de l'univers. Et donc cette image a pour objet d'entrée de jeu, de relativiser tous les propos que je vais vous dire, et puis tout ce qui nous occupe à longueur de vie et d'années. Donc vous voyez, nous sommes quand même en périphérie et en banlieue du cœur du monde. Et puis, au-delà de la Voie lactée, de notre galaxie, il y a des milliards de galaxies semblables à la nôtre qui existent partout dans l'univers et qui sont entourées, vous avez ici un spécialiste, Stéphane Mazevé, qui sont entourées de planètes, ce qu'on appelle des exoplanètes. Et là, depuis quelques années, très récemment, une dizaine d'années on peut dire, quelque chose comme ça, eh bien s'ouvre un incroyable domaine de recherche qui rejoint toujours la question des origines. Parce que la question des origines, au fond, que ce soit sur Terre, sur une planète du système solaire ou ailleurs dans d'autres galaxies, on ne fait que déplacer le problème. La question est de savoir comment les choses sont apparues sur Terre. Les choses se sont-elles toujours passées telles qu'on les observe aujourd'hui? C'est une des questions que l'on va aborder ensemble. Alors avec Alessandro Morbidelli, donc ici vous étiez avec Jean Audouze jusque-là, et avec Alessandro Morbidelli, vous avez dû aborder cette époque-là, c'est-à-dire la formation du système solaire, du Soleil, de la Terre, de l'ensemble des planètes qui nous entourent, phénomène qui s'est déroulé aux alentours de 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez, entre le fameux Big Bang, qu'il faut toujours mettre entre guillemets, parce que Big Bang, c'était peut-être, on vous en a parlé, Jean vous en a peut-être parlé, ce n'était qu'une expression, une plaisanterie prononcée par Fred Hoyle pour dire on ne sait pas ce point d'origine s'il existe, parce que certains pensent qu'il n'y avait rien avant l'origine, donc ça n'a jamais existé. Donc Fred Hoyle a dit c'était peut-être un Big Bang. Et donc tout le monde a rigolé, mais le point d'origine est resté nommé Big Bang à 13,7 milliards d'années. Avant cela, on ne sait pas grand-chose. Enfin, on ne sait rien, je crois. On ne sait rien. Donc, entre 13,7 milliards d'années et 4,5 milliards d'années, vous voyez le nombre de milliards d'années qui se sont écoulées, pour lesquelles on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas, en tant que biologiste, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et puis, lorsque le système solaire s'est formé, à partir de là, eh bien, les premières roches se sont formées, les premiers sédiments sont apparus, et aux alentours de, alors c'est très très controversé, aux alentours de 3,7 milliards d'années, 3 milliards d'années, eh bien, on a de putatives, de plausibles traces de vie, donc soit sous forme d'empreintes, soit sous forme de fossilisation d'événements qui se sont produits. Et puis au-delà, donc à 2,5 milliards d'années, on commence à y voir un petit peu plus clair, puisqu'il y a eu un grand événement, une catastrophe. Tout l'oxygène qui était produit par la photosynthèse primitive, ne trouvant plus de fer à oxyder, a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, il y a eu ce que les anglo-saxons appellent Great Oxidation Event, c'est-à-dire la grande catastrophe de l'oxygène. L'oxygène a commencé à former une partie de l'atmosphère, et les organismes, non pas encore comme nous, mais les premiers microbes
capables de respirer de l'oxygène, de ne pas être complètement défaits par l'oxygène, eh bien, ont commencé donc à vivre dans l'eau et puis peu à peu à coloniser la Terre aux alentours de 500 millions d'années. Alors là, on ne parle plus en milliards, 500 millions d'années. On arrive à les traces fossiles d'un monde animal et végétal que l'on peut étudier, que les paléontologues étudient. Et puis ensuite, aux alentours de 300 000 ans, donc 1 million d'années, les premiers organismes du genre Homo sont apparus, et à 300 000 ans, eh bien, ce sont les premiers Homo sapiens dont vous parlera avec grand détail et délice le professeur de Lumley dans la séance à venir. Et puis nous arrivons à l'actuel, donc je vous parlerai un petit peu de cet actuel aussi, que l'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire les 10 000, 12 000 derniers millions d'années qui nous ont précédés, et au cours duquel l'être humain, l'espèce humaine, l'Homo sapiens est devenu une force géologique en elle-même, aussi forte que la tectonique des plaques, que les tremblements de terre, que les volcans, enfin, etc. Et l'espèce humaine a commencé à transformer donc, les écosystèmes et jusqu'à arriver à la situation où nous en sommes aujourd'hui, qui est probablement ce qui est appelé la 6e extinction, à savoir une très très grande crise de la biodiversité. Alors, pour rentrer un peu plus en détail dans le vif du sujet, où et qui sommes-nous? Alors, vous avez ici une vue d'artiste du système solaire, et donc le Soleil qui est ici, autour duquel orbitent 8 planètes, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et vous voyez qu'il y a une petite planète ici. Alors les 4 premières, là, sont des planètes que l'on appelle telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses, solides, alors que les autres sont des planètes gazeuses. Et bien, ce sont des planètes géantes à l'extérieur du système solaire. Et la Terre, ici, vous la voyez, c'est une toute petite planète qui a été montrée pour la première fois, que l'on a visualisée pour la première fois grâce à une photographie prise par une sonde spatiale Apollo 17 et qui a envoyé sur Terre cette image de la bille bleue. The big marble, c'est-à-dire la bille bleue, c'est la Terre. Et en fait, pourquoi appelle-t-on cette planète, notre Terre, la bille bleue? En raison de sa grande quantité d'eau liquide. De l'eau, il y en a partout dans l'univers, soit sous forme de gaz, soit sous forme de glace, dans les comètes par exemple, mais sous forme de gaz et vapeur, mais de l'eau liquide est très rare. Et il se trouve que sur Terre, eh bien, 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Et puis, alors donc, ça c'est dû à toute une série de facteurs physiques. Enfin, le plus évident, mais ce n'est pas le seul, c'est la distance de la Terre au Soleil, puisque nous sommes situés à 150 millions de kilomètres du Soleil, et cela nous préserve des très très hautes températures que connaît Vénus et d'une glaciation assez importante que connaît la planète Mars. Cependant, Mars a pu abriter des formes de vie, on pourra en parler plus tard. Donc, de l'eau liquide, il y en a énormément sur Terre, et ça tombe bien parce que 90% de l'histoire de la vie, du vivant, s'est déroulée dans l'eau. Autrement dit, pendant 90% de ces 4 milliards d'années qui nous ont précédés, aujourd'hui 2023, 90% du temps s'est passé dans l'eau. Donc on est sorti de l'eau, les organismes, les plantes, les animaux sont sortis de l'eau relativement récemment. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante, nous qui vivons au bord de l'eau, au bord de la mer, et qui sommes appelés à développer cet aspect de la vie, cette grande période de la vie dans l'eau. Donc voilà où nous sommes et qui sommes-nous. Alors qui sommes-nous? Quand je dis nous, je parle des vivants. Je ne parle pas ni du professeur de Lumley, ni de M. Jean-Marc Giomme, ni de toutes les personnalités qui vous ont été présentées jusqu'à maintenant. Je parle du vivant en général, et en particulier, donc, vous voyez ici que le vivant est constitué de 2 grandes entités, des êtres qui sont constitués d'une seule cellule. Autrefois on appelait ça les microbes, maintenant on les appelle encore un peu les microbes, mais moins. Ce sont une seule cellule, ce sont toutes les bactéries, que l'on connaît bien
malheureusement parce que certaines sont pathogènes, mais pas toutes, hein, heureusement. Et puis, donc vous les voyez ici, ce sont des petits compartiments qui contiennent 70% d'eau. Alors là encore, l'eau est extrêmement importante. Donc, vous en avez une représentation ici d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Tout votre tube digestif est tapissé de ces bactéries, de ces formes de vie là. Et puis, il y en a d'autres que l'on appelle des archées, qui vivent dans des conditions extrêmes, très haute température, très haute pression, haute salinité, enfin, toute une série de conditions extrêmes que nous ne supporterions même pas rien qu'à les regarder. Donc, il y a des organismes vivants qui vivent dans ces conditions. Et puis, il y a d'autres types de cellules vivantes qui constituent soit les plantes en général, algues, plantes, arbres, etc., toutes sortes de plantes. Ça ressemble à cela avec un grand compartiment vert ici qui contient de la chlorophylle et qui joue un rôle extrêmement important pour capter les rayons lumineux et transformer ces rayons lumineux en énergie chimique pour faire en sorte que la cellule de plante fabrique ses composants, son métabolisme et existe. Et puis, il y a dans ces cellules-là ce qu'on appelle un noyau. Qu'est-ce que c'est que ce noyau? C'est un compartiment qui contient des chromosomes. Tout le monde a entendu parler de chromosomes. Si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas, ce n'est pas un gros mot, vous pouvez lever le doigt et me dire qu'est-ce que ça veut dire. En général, je ne prononce pas de gros mots quand je fais des conférences, uniquement. Et donc, il y a ici tous les chromosomes. Hein. Vous savez que nous en avons 2 fois 23, hein, donc 46 chromosomes, qui sont contenus dans le noyau, parce que nous sommes constitués, nous, de cellules de ce type-là. Nous n'avons pas de chloroplaste, nous n'avons pas de chlorophylle pour l'instant. On pourra y revenir si vous voulez. Nous n'avons pas de chlorophylle et donc nous ne vivons pas d'eau fraîche, de soleil et d'eau fraîche. Hein. Mais il y a des animaux qui vivent de soleil et d'eau fraîche. Donc ça a été découvert récemment, des limaces de mer qui ont de la chlorophylle et qui sont capables, alors que ce sont des animaux comme vous et moi, qui sont capables de fabriquer tout leur métabolisme en assimilant le carbone, le dioxyde de carbone, le CO2, et à l'aide de la lumière du soleil. Donc, vous voyez, alors il y a évidemment deux règnes extrêmement séparés, les plantes et les animaux, les plantes et le règne zoo, si vous voulez. Mais cette chlorophylle-là est quelque chose de très, très différent. Donc, dans ces 2 grandes cellules qui mesurent, elles, de 10 à 100 micromètres, alors 1 micromètre, qu'est-ce que c'est? Vous prenez 1 millimètre, tout le monde a déjà vu un double décimètre, vous prenez 1 millimètre, vous le coupez en 1000 petites parties, et à ce moment-là, vous avez la 1000e partie, c'est le micromètre. Donc c'est extrêmement petit. Et vous voyez ici que les microbes mesurent de 1 à 10 micromètres de long, c'est extrêmement petit. Sauf qu'on a découvert récemment une bactérie qui mesurait, la bactérie la plus grosse du monde, mesure 2 cm de long. C'est grand, c'est énorme. C'est une bactérie, c'est-à-dire un compartiment tout seul. Il n'y a pas de noyau, comme ici, vous voyez, il n'y a pas de noyau. Il y a le chromosome, puisque toutes les bactéries ont un chromosome, eh bien, il est libre dans la cellule et il vit indépendant avec tous les autres composés. Donc vous avez ici tous ces ingrédients. Et donc dans une cellule quand même, parce qu'on va en reparler, donc je suis obligée de vous les présenter maintenant, en particulier dans le noyau, mais pas seulement, vous avez des molécules. Donc molécule, c'est une toute petite partie. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Tout le monde a entendu parler d'atomes. Carbone, oxygène, azote, phosphore, enfin tout ce qu'on connaît. Eh bien, lorsque des atomes s'assemblent entre eux, ils forment des molécules. Eh bien, il y a des molécules qui sont extrêmement importantes, et je pense que tout le monde en a entendu parler, l'ADN et l'ARN. ADN, maintenant tout le monde a, mon ADN, c'est de faire des graffitis sur les murs, enfin, etc. Donc, les gens disent l'ADN maintenant pour dire n'importe quoi, pour dire j'ai un programme, j'ai une spécificité, une caractéristique. Et il est vrai que l'ADN, c'est ce qui constitue les gènes.
c'est-à-dire l'assemblage des gènes que l'on trouve sur les chromosomes. Et les chromosomes, c'est ce qui nous constitue. Lorsque votre papa et votre maman se sont assemblés pour vous faire, vous, être uniques au monde, vous êtes des êtres uniques au monde, eh bien, ils ont amené chacun leur lot de chromosomes, 23 plus 23, ça fait 46, et donc ça fait un nouveau pool qui est complètement différent des 46 de maman et des 46 de papa. Ça fait un être unique au monde, et donc vous êtes unique au monde. Et bien là, et tout cela est fait grâce à de l'ADN. Donc ADN, ça veut dire en jargon acide désoxyribonucléique, et puis c'est ce qui est le porteur de l'hérédité génétique. C'est pour cela que vous avez des cheveux ou que vous n'en avez pas, que vous avez toute une série de caractéristiques, vous êtes blond, brun, noir, blanc, enfin tout ce que vous voulez, eh bien c'est grâce à votre patrimoine génétique, ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Et puis à côté de l'ADN, il y a une autre molécule dont vous avez forcément entendu parler, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, l'ARN, acide ribonucléique, puisque eh bien, cet ARN, c'est celui qui transmet, par l'intermédiaire du virus, le coronavirus, qui transmet donc la Covid, cette maladie qui nous a paralysés pendant plus de 2 ans. Et puis le vaccin qui s'en est suivi, c'est un vaccin à ARN, donc c'est une petite molécule d'ARN qui va aller, lorsqu'elle vous est voilà, injectée, exactement, et bien lorsqu'elle vous est injectée, eh bien elle va provoquer une défense immunitaire contre cette molécule, et donc toutes ces défenses immunitaires vont rejeter les candidats coronavirus qui se présenteraient pour vous créer des symptômes. Donc ADN et ARN, ce sont des molécules très importantes. Et ça se trouve à la fois dans le noyau et à la fois dans la cellule. Et puis les protéines, tout le monde connaît, puisque vous savez que vous devez manger des protéines animales, végétales, et que ça fait partie vraiment de notre métabolisme, puisque quand même plus de 60% de la matière qui nous constitue, ce sont des protéines. Et puis, vous avez donc toute une série les protéines sont constituées de briques élémentaires qu'on appelle les acides aminés. On va y revenir tout à l'heure. Alors, voilà, ça, ce sont les 2 grandes catégories du vivant qui sont reconnues comme telles, officiellement, enfin, etc. Et puis, en débat très, très important dans la communauté des biologistes, il y a les virus. Les virus sont-ils vivants ou pas? Tout simplement parce que les virus sont incapables de se reproduire par eux-mêmes indépendamment de l'infection d'une cellule hôte. Et puis, il y a d'autres particules encore plus petites, des particules que l'on appelle subvirales, qui sont des viroïdes, donc c'est plus petit que les virus, et ces viroïdes sont constitués uniquement d'ARN. Et on en trouve absolument partout, on s'en postillonne à longueur de journée, partout entre nous. Donc, ça va venir. Voilà un petit peu ce qui constitue ce que l'on appelle la biodiversité. Alors, ces organismes-là vivent indépendamment les uns des autres, enfin on va voir comment, mais ceux-là, par contre, s'associent en organismes et forment souvent ce que l'on appelle des organismes pluricellulaires. Alors, pour aller un petit peu plus, je vous ai parlé des atomes. Vous voyez ici que les êtres vivants, donc je vous ai dit, sont constitués des éléments chimiques les plus simples, des atomes les plus simples, carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui sont disponibles sur la biosphère. Alors vous voyez que dans le monde inorganique, ces éléments existent là. Et ici, dans deux types de cellules, une cellule de mammifères, comme vous par exemple, eh bien, vous avez également ces mêmes atomes ici. Dans une cellule de plante, une cellule de blé, vous avez également ces mêmes atomes ici. Il y a le silicium ici qui est peu représenté dans les cellules de mammifères et dans les cellules de blé, mais par contre, dans une diatomée, qui est une petite algue, on trouve beaucoup de silicium. Donc, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est le fait que les éléments chimiques qui nous constituent sont exactement les mêmes dans le monde minéral et dans le monde vivant. On va chercher notre matière dans le monde minéral. Mais la seule différence qu'il y a entre les 2 mondes, eh bien, ce sont les pourcentages
qui ne sont pas les mêmes. Alors, ceci nous conduit évidemment à une question centrale pour notre exposé d'aujourd'hui, c'est la définition de la vie. Pour moi, la définition de la vie, pour moi, mais pas que pour moi d'ailleurs, pour beaucoup de... Il y a à peu près des ouvrages où vous trouvez 120 définitions de la vie différentes. Donc, ce n'est pas la peine de dire la vie c'est ça, la vie c'est ça, la vie c'est ça, c'est des caractéristiques comme ça, etc. Parce que c'est un débat qui s'origine déjà avec Aristote et probablement avant. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus parmi les biologistes pour dire qu'il n'y a pas de vie possible en dehors de son environnement et que la vie, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants et avec le milieu et avec l'environnement, le milieu qui les entoure. Il faut que vous sachiez que quand vous avez une vague de spleen, que vous dites « je suis seul au monde », sachez que vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez en vous des milliards de bactéries, de microbes, mais il faut le savoir, qui prennent soin de vous. Hein. Donc vous devez prendre soin d'eux, c'est-à-dire ne pas vous gaver d'antibiotiques parce que vous détruisez toute votre faune et flore microbienne et vous vous rendez malade, archi-malade. Donc nous sommes absolument peuplés de milliards de bactéries et de milliards de virus. Et que pas toutes les bactéries sont pathogènes et pas tous les virus sont pathogènes. Il y a des virus en nous qui luttent contre les bactéries pathogènes. On appelle ça des bactériophages, phages pour manger. Et donc, c'est extrêmement important de bien souligner cela, c'est que la vie, c'est l'ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants, c'est-à-dire un être humain par exemple, et tous les microbes, les plantes, les bactéries, les moisissures, les champignons qui l'habitent et qui l'entourent autour. Et donc, tout ceci s'établit avec l'environnement. Alors, la question, évidemment, c'est, mais d'où ça vient tout ça? C'est bien beau d'avoir situé dans la galaxie le système solaire, de savoir dans le système solaire où nous sommes, et puis ce qui nous constitue, les bactéries, etc. Et puis, la question que nous nous posons, nous qui nous intéressons aux origines de la vie, c'est les choses se sont-elles toujours passées telles que nous les observons aujourd'hui? Certainement pas. Vous n'êtes pas apparu il y a 4 milliards d'années, 500 millions d'années après la formation du système solaire, tel que vous êtes aujourd'hui, Elisabeth. Hein, vous le savez. Donc, nous sommes le produit d'une très longue évolution. Et puis, la question aussi que l'on doit légitimement se poser et qui vraiment relativise vraiment tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons que 20% du vivant. Et quand je dis 20%, je suis parmi la fourchette haute des biologistes. La plupart disent entre 12 et 15%. Nous ne connaissons pas tout le vivant qui existe sur Terre. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, les bactéries, les viroïdes, les virus, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que nous sommes capables d'observer, de connaître et de caractériser en laboratoire. Donc nous ne connaissons que 20% des espèces vivant aujourd'hui. Autrement dit, 86% des espèces existantes sur Terre et 91% des espèces vivant dans l'océan demandent encore à être décrites. Et aujourd'hui, il y a des expéditions dans les océans qui ramènent des tonnes d'eau dans les laboratoires pour faire ce que l'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire de la génomique du génome, étudier le génome, c'est-à-dire dans des grandes bases de données, dans les big data, et on essaie de savoir à quoi ça s'apparente, à qui ça se rassemble pour le mettre dans le genre que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Par exemple, c'est comme si on trouvait aujourd'hui des homos, des genres homo qui ont vécu il y a 1 milliard d'années. Henri de Lumley vous en parlera. Eh bien, ces genres homo, ils ont complètement disparu, ils sont complètement éteints aujourd'hui, on ne peut pas les rencontrer dans la rue. Et eh bien, on essaie de savoir quel est leur lien de parenté avec Homo sapiens, c'est-à-dire nous, les hommes et les femmes modernes qui peuplent la Terre aujourd'hui. Donc, nous ne connaissons que 20% des espèces aujourd'hui et beaucoup,
la majorité, l'extrême et l'écrasante majorité des espèces ne sont toujours pas caractérisées et identifiées. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est spectaculaire. Et puis l'autre question que l'on se pose, la vie est-elle, j'en ai déjà parlé, la vie est-elle présente ailleurs dans l'univers? Et puis quelle forme de vie? Et puis des xénovies, connaissons-nous d'autres formes de vie que ce que nous connaissons aujourd'hui? Alors voilà, là ce que je vous montre ici, c'est la représentation de ce qu'autrefois on parlait de l'arbre du vivant. Aujourd'hui, on a complètement abandonné cette expression d'arbre du vivant. On parle de buisson parce qu'on s'est aperçu que les différentes branches de l'arbre, il y avait un tronc, il y avait une vie qui s'originait là, quelque part, il y avait une seule forme de vie. Et puis on s'est aperçu que, et puis il y avait des branches qui partaient, et bien on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec un tronc originel, que l'on n'a toujours pas identifié, mais par contre il y avait énormément de connexions entre les différentes branches. Donc maintenant on parle d'un buisson. Et ce buisson, vous le voyez ici, la majorité de ce buisson est représentée par les bactéries, ces petits compartiments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les archées, ici en rose, qui sont également des petits compartiments unicellulaires, une seule cellule. Et puis ici, vous avez les cellules plus grosses, qu'on appelle des eucaryotes. Et le monde animal, ici, est représenté ici. C'est une toute minuscule petite patte de mouche. Et si je vous montrais où est Homo sapiens, là, vous n'en croiriez pas vos yeux, parce qu'il est invisible dans cet immense buisson de vivant. Alors vous voyez ici sur cette belle robe, on dirait une robe du soir, eh bien vous voyez ici qu'il y a plein de petits points rouges, ici, il y en a partout. Ce sont des organismes que l'on appelle en anglais candidate phyla radiation, c'est-à-dire des représentants, des choses, des ADN, des particules, des morceaux de membrane, des morceaux de quelque chose que l'on a trouvé, mais que l'on ne sait pas attribuer. Donc, ils sont candidats à une radiation, c'est-à-dire à une appartenance à l'un des domaines, dont on pense qu'ils sont rattachés. Donc, ces CPR sont sans représentants isolés et ou pas complètement identifiés. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup, alors je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle, mais en tout cas si vous en connaissez, dites-leur qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en biologie et que s'ils ont des hésitations à savoir qu'est-ce que je dois faire dans la vie, enfin, etc., qu'ils aillent en biologie. Il y a vraiment du boulot pour l'avenir et pour un lointain avenir. Donc, que faisons-nous en laboratoire? Eh bien en laboratoire, il y a on pense qu'il y a aux alentours de 4 milliards d'années des briques élémentaires du vivant qui se sont formées et des chercheurs, depuis les années 1950, essaient de reconstituer à l'aide des atomes dont on a parlé et des briques élémentaires que sont des molécules de CO2, le gaz carbonique, des molécules d'H2O, des molécules d'ammoniac, NH3, des molécules d'acide cyanhydrique, HCN, de molécules de tout ce que vous voulez. Ils essaient de mettre ensemble et dans des conditions dont on pense qu'elles étaient sur la Terre primitive, c'est-à-dire haute température, des pH un peu extrêmes, et puis des hautes pressions, enfin toute une série de conditions qui ressemblaient à une Terre agitée, avec des volcans, avec des tremblements de terre, avec des tsunamis, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme mouvement tectonique et géologique. Eh bien, on essaie de reproduire ça en laboratoire. Et Stanley Miller, je vous montre cette expérience parce qu'elle est emblématique, mais il y en a quantité d'autres sur ce même mode qui sont à l'œuvre dans nos laboratoires. Actuellement, dans mon laboratoire aussi, on fait des choses comme ça. Eh bien, il a mis ici donc de l'eau, du méthane, CH4, et puis de l'ammoniac, et puis du CO2. Et puis, il a soumis dans ce ballon une décharge électrique, simulant les éclairs de l'époque. Et au bout d'un certain temps, ça passe dans un condenseur, etc., il recueille ici, vous voyez ce ballon-là, toute une série d'acides aminés dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils constituaient les protéines, qui nous constituent, identiques à nos protéines. Les mêmes protéines que celles que vous trouvez sur vos paquets de pâtes ou de biscuits, etc.
il est arrivé à les fabriquer de cette manière-là, pas toutes évidemment, mais 5, il en a obtenu 5 dans sa première expérience. Donc, cette expérience qui date de 1953 a fait la une de tous les journaux. Le New Yorker titrait On peut créer la vie en laboratoire, We find life, enfin, etc. Ça a été des titres absolument. C'était en 1953, et donc vous voyez que 70 ans après, on n'a toujours pas trouvé. Mais on continue à chercher. Et puis, quelques années après Stanley Miller, un autre chercheur espagnol, Juan Oro, qui a été ennobli par Juan Carlos pour cette découverte, a lui rassemblé de l'acide cyanhydrique, qui est très très fréquent partout dans l'atmosphère, et qu'il a soumis à des rayonnements ultraviolets, et il a obtenu une des briques élémentaires de l'ADN ou de l'ARN. Vous savez que l'ADN et l'ARN sont constitués de briques élémentaires qu'on appelle, je ne vais pas vous donner les noms techniques, sauf si vous me les demandez, mais ce n'est pas la peine. Eh bien, on les appelle ATGC pour l'ADN et AUGC pour l'ARN. Ce qui différencie l'ADN de l'ARN, c'est ces deux lettres, T pour thymine et U pour uracile. Et vous le voyez ici, donc l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire nos chromosomes, sont constitués de ces briques, là, vous voyez, qui s'apparient. Ça forme une échelle, comme ça. Les barreaux de l'échelle constituent ces fameuses briques ATGC ou AUGC. Et puis, l'ADN se tord comme ça, l'échelle se tord, et ça va donner cette représentation-là, qui est en fait la constitution de tous nos chromosomes. Donc, voilà ce qu'a réussi à obtenir Juan Oro. Et là aussi, ça a été une découverte absolument extraordinaire. Et puis, les chercheurs dont le métier est de chercher ont continué et on a trouvé dans des météorites, et une météorite extrêmement importante qui s'est formée en même temps que le système solaire, que l'on appelle la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie et qui est datée donc de 4,6 milliards d'années, eh bien on a trouvé toute une série, vous voyez ici la composition organique, bon c'est un petit peu écrit petit mais ça se trouve facilement, eh bien on a trouvé toute une série de ces briques élémentaires, des acides aminés et ces bases A, T, U, G, C, et on n'arrête pas d'en trouver. Vous n'avez pas un mois qui passe sans publication scientifique dans les journaux de géosciences ou dans les journaux de planétologie, où on ne vous dit pas, on a trouvé telle base azotée, tel acide aminé, on a trouvé même dans les comètes un acide aminé, la glycine, vous savez, la fameuse comète Chury, dont on a beaucoup entendu parler il y a 3-4 ans. Eh bien, donc, les briques élémentaires du vivant se forment partout. Mais pourtant, cependant, vous le savez personnellement et intimement, vous n'êtes pas un sac de molécules. Vous êtes des êtres vivants et vous n'êtes pas que des acides aminés, un sac et des bases, etc. Donc, il se passe autre chose. Il se passe autre chose dans le métabolisme, il se passe autre chose dans le rapport entre les êtres vivants et avec l'environnement qui fait qu'un être est vivant et n'est pas un sac de molécules, si je peux parler de manière un peu triviale. Et puis, là, je vais vous parler d'une découverte également extrêmement récente. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vous dirai pas du tout quelles sont les origines de la vie, parce que je ne le sais pas et personne ne le sait au monde. Alors, je vous dis par contre tout ce qui se fait dans les laboratoires et qui avance à une allure vertigineuse. C'est vraiment génial. Eh bien, récemment, des chercheurs de l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, eh bien, ont trouvé dans les entrailles de la Terre qu'il y avait des micro-organismes, des bactéries, donc, et je vous donne ce chiffre-là, qui a été publié en 2018, qui rapporte que 20 milliards de tonnes de carbone issues de microbes, soit plusieurs centaines de fois plus que les 7 milliards d'êtres humains que nous étions en 2018, on est en train d'augmenter, eh bien, ont été trouvés dans les entrailles de la Terre. Autrement dit, 70% des microbes, que nous ne connaissons pas, évidemment, mais 70% des microbes vivent dans les entrailles de la Terre, c'est-à-dire jusqu'à 5 km de profondeur sous nos pieds. Et des carottages très très profonds font remonter des choses absolument inouïes, et ce sont des résultats qui datent de 3 ans, 2-3 ans maintenant.
Donc, sur des kilomètres de profondeur, ils forment un écosystème immense avec des métabolismes totalement différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Un métabolisme, qu'est-ce que c'est? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui sont capables d'échanger avec l'environnement, avec l'extérieur. Alors, soit en envoyant des déchets dans l'environnement, soit en récupérant des métabolites qui viennent de l'extérieur, par l'alimentation ou par la respiration ou par tout ce que vous voulez. Donc le métabolisme, c'est ça. Eh bien, il y a des êtres vivants qui ont un métabolisme totalement différent du nôtre, et même des bactéries que l'on connaît, des bactéries qui nous habitent, et donc c'est extrêmement nouveau et extrêmement important. Et donc la question se pose, et si tout avait commencé dans les roches? Ou alors, je vais vous poser toutes les questions que l'on se pose dans les laboratoires aujourd'hui sur les origines. Comment ces microbes zombies, qui sont des vrais organismes vivants, survivent-ils sous terre depuis si longtemps, puisqu'on les date à des milliers d'années? Et la vie a-t-elle commencé dans les profondeurs de la Terre, ou bien pour migrer ensuite vers la surface, ou bien est-ce le contraire, s'est-elle formée à la surface et s'est-elle enfouie, a-t-elle acquis des adaptations pour s'enfouir en surface? Sur les déplacements, on trouve ces organismes zombies aux quatre coins du monde. Alors comment se sont-ils déplacés, puisqu'on les trouve aux quatre coins du monde? Est-ce qu'ils se sont déplacés par leurs propres moyens, par le sol, le sous-sol, par l'air, par les eaux? On n'en sait pour l'instant rien. Et se sont-ils retrouvés dispersés suite à des événements géologiques majeurs, comme la tectonique des plaques, etc., ou bien se déplacent-ils eux-mêmes grâce à leurs ondulations microscopiques? Donc voilà des questions absolument fondamentales qui vous paraissent peut-être simples. C'est certainement, je les ai formulées extrêmement simplement, ça vous paraît simple, mais c'est archi compliqué. Et il y a des centaines de chercheurs dans le monde qui se cassent la tête là-dessus. Et puis évidemment, sur les sources d'énergie. Alors, il y a une discipline extrêmement nouvelle qui a émergé ces 4 dernières années et qui a remarqué, qui tient compte de la réalité. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait rêver qu'on allait refaire la vie en laboratoire, comme le préconisaient les médias à l'époque, dans les années 50 et 60 et 70. Et bien maintenant, on essaie de tenir compte de la réalité. Et on s'est aperçu que nous ne connaissons donc que 20% des espèces vivantes et que 70 à 80% des séquences d'ADN, les séquences, c'est-à-dire l'agencement des bases A, T, G, C, etc., dans cette double hélice tordue qui constitue nos chromosomes. Si vous avez une question, surtout posez-la au moment où je vous le dis, parce que comme ça, voilà, vous avez bien compris tout ce qu'est l'ADN et de quoi il est constitué. Donc, 70% de la succession de ces bases-là, A, T, G, C, etc., sont inconnues aujourd'hui dans les bases de données mondiales qui sont les produits des recherches de laboratoire. Et il y a une discipline qui s'appelle la xénobiologie, qui est à l'interface de la chimie, des travaux sur les origines de la vie, des travaux sur la biologie de synthèse dont je vais vous parler dans quelques instants, et de l'exobiologie, et cette discipline s'appelle xénobiologie. Donc vous pouvez trouver le détail, un petit peu détaillé, dans un ouvrage que j'ai écrit avec un astrophysicien qui s'appelle Michel Cassé. Et donc, la question est, puisque nous ne connaissons que 70%, soyons généreux, des séquences d'ADN trouvées dans les bases de données, que nous ne connaissons pas dans les bases de données, pourquoi imaginer que la vie a commencé telle que les choses existent aujourd'hui? C'est une des premières questions que j'ai posées tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que les choses se sont toujours passées comme on les observe aujourd'hui? Eh bien, pourquoi imaginer que la vie s'est caractérisée par ces 4 bases qui constituent nos chromosomes? Peut-être qu'avant, il y avait 6 bases, peut-être qu'il y en avait 8, et vous allez voir. Et donc, il s'agit d'augmenter le jeu des possibles, augmenter l'ADN, enrichir l'alphabet de 4 à 6 lettres au plus, pour voir un peu ce que ça donne. Et donc là, c'est un petit résumé de ce que je vous ai dit. Là, en fait, c'est plus qu'un résumé, puisque je vous ai dit qu'il y avait les bases ATGC ou AUGC, etc. Mais en fait,
Au-delà de ces 5 bases, A, T, U, G, C, on a mis en évidence dans des organismes et dans ces CPR dont j'ai parlé tout à l'heure, ces choses que l'on ne peut pas caractériser, eh bien, on a mis en évidence qu'il y avait une centaine de bases que l'on appelle non canoniques. ATGC ou AUGC, ce sont les bases canoniques, et en fait, on en connaît 100. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi elles sont là? Chez qui sont-elles là? C'est une question extrêmement importante que l'on se pose aujourd'hui. Au niveau des protéines, je vous ai dit que vous êtes constitué par 70% de protéines. Vous tenez debout grâce à vos protéines. Eh bien, qui constituent donc plus de 50% du poids sec d'un organisme. Eh bien, pour ceux qui ont des souvenirs de biologie, vous savez qu'on vous a parlé du code génétique. On vous a dit l'ADN, il est constitué de 4 bases, et il va coder pour des protéines. Il y a une correspondance entre les 4 bases, entre 3 bases et un acide aminé. Et donc, dans la cellule, il y a cette correspondance qui se fait, et il se trouve que l'on a mis en évidence, ça a été une très très grande découverte dans les années 70, par Nirenberg et puis d'autres comme Jacob, Monod en France, qui ont beaucoup travaillé sur cette histoire. Eh bien, on a mis en évidence que 21 acides aminés dans notre cellule sont codés par des triplés de bases, par 3 bases. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'agencer 4 à la puissance 3 pour former 64 triplés. Or, on a trouvé, ces dernières années, qu'il n'y avait pas 21 acides aminés dans les cellules vivantes, mais il y en avait 500 acides aminés. Et 149 d'entre eux entrent dans la composition des protéines indispensables à la vie. Autrement dit, il y en a 21 qui sont codés, 21 acides aminés qui sont codés pour former des protéines. Donc ces protéines-là sont génétiquement codées, mais toutes les protéines qui nous constituent ne sont pas génétiquement codées, puisqu'il y a 149 acides aminés qui rentrent dans leur composition. Donc vous voyez, ça met un peu la tête à l'envers. Moi, je sais que j'ai enseigné pendant des années des choses hyper carrées à mes étudiants, 21 acides aminés, 64 triplés, apprenez ça par cœur, vous serez noté à l'examen là-dessus et tout ça. Et puis voilà, et puis petit à petit, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi carrées que celles que l'on a enseignées. Et maintenant, les étudiants vous regardent comme ça en vous disant « mais qu'est-ce que tu m'as dit ?» Voilà. Donc l'idée maintenant est, avec la xénobiologie, d'enrichir l'alphabet génétique de 4 à 6 lettres. Vous voyez, donc avec 6 lettres, on peut former 216 triplés, donc codés pour d'autres protéines qui n'étaient pas comprises dans les 64 triplés actuels, etc. Et les chercheurs qui s'intéressent à cela font ce que l'on appelle de la biologie de synthèse. Alors retenez bien ce terme, quand vous voyez des magazines qui sortent avec dernière découverte de la biologie de synthèse, achetez-le tout de suite parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui se font. Par exemple, on fait des cellules synthétiques minimales. Ces cellules synthétiques minimales, ce sont des espèces de bioréacteurs, des liposomes, des compartiments, dans lesquels on met des molécules, soit extraites d'organismes vivants, soit fabriquées en laboratoire, et ça va imiter les processus cellulaires. Et cela, on les utilise, ces CINEL, on appelle ça des CINEL ou CINLIFE, pour des missions spatiales de longue durée, pour voir comment ça se comporte dans l'espace. Autre type d'expériences qui se font... Ah non, ça va pas. Autre type d'expériences qui se font en laboratoire, c'est à partir de cellules synthétiques minimales, qui sont produites à partir de, par exemple, la plus petite bactérie que l'on connaisse aujourd'hui, c'est Mycoplasma genitalium. Eh bien, Craig Venter, vous avez peut-être entendu parler de lui, il avait fait la une de je ne sais plus quel journal, et donc Craig Venter, il a pris le chromosome de Mycoplasma genitalium et il a épilé, il a enlevé les gènes qui ne lui semblaient pas indispensables. Et il a obtenu le plus petit génome connu au monde. Il a appelé ça, il l'a baptisé, breveté, il a appelé ça donc Mycoplasma laboratorium. C'était en 2007, vous voyez, donc c'était vraiment l'ancien temps de la biologie. Donc vous voyez ce qui se fait en laboratoire. Il y a des bactéries xénobiotiques, on n'y reviendra pas. Et puis tout à fait récemment, et c'est vraiment extraordinaire, c'est que des Japonais ont fabriqué des ADN à 8 lettres, non plus à 4 lettres, mais à 8 lettres. Hashimoji, Hashi ça veut dire 8,
Moji, ça veut dire mot. Et donc, ils ont fabriqué un codage génétique par 8 bases différentes qui sont capables de s'apparier, de former un ADN comme ça et de se transcrire en ARN, puisque un des métiers de l'ADN, avant de fabriquer des protéines, c'est d'abord d'être transcrit en ARN, et puis ce sont les ARN ensuite qui vont appeler les acides aminés pour former les protéines. Eh bien, ces Japonais ont réussi, et ça a été une découverte extraordinaire, grâce à un ADN, à fabriquer un ADN à 8 lettres qui est capable de fabriquer des protéines. Donc vous voyez, c'est ça maintenant qui se fait dans les laboratoires. Alors qui sommes-nous? Je vais un peu vite parce que comme je suis bavarde, évidemment, le temps passe et je crois toujours que j'ai le temps de tout dire, mais j'y arrive pas. Donc vous voyez, ici, revenons à nous. On a parlé des bactéries, des virus, des molécules, enfin de l'ADN, des choses comme ça, mais on va revenir à nous, êtres humains. Nous, êtres humains, donc, nous sommes constitués de 206 os, 640 muscles, à un ou deux près, hein, je ne sais pas, je n'ai pas compté chez tout le monde, et des milliards de neurones. Eh bien, si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que dans toute cette viande-là, si je peux dire, eh bien, elle est constituée de 30 000 milliards de cellules de 300 sortes différentes chez un humain adulte, et puis qu'il y a 10 fois plus de bactéries en nous que de cellules humaines, et puis qu'il y a 100 fois plus de virus en nous que de cellules humaines. Ça, je vous l'avais déjà dit il y a quelques instants. Donc la vie, on l'a dit, c'est l'ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants, entre eux, humains, non-humains, végétaux, avec les milieux naturels. Ce sont les liens que nous entretenons avec d'autres. Et tout ceci évolue. Et l'évolution, qu'est-ce que c'est? Ça n'est rien d'autre que la transformation du monde vivant au cours du temps. C'est-à-dire que les changements peuvent être rapides ou lents. Ils peuvent être d'origine génétique, c'est-à-dire basés toujours sur ce fameux ADN, et ils peuvent être soit d'origine externe, c'est-à-dire du rapport avec l'environnement, le tout aboutissant à la diversification des espèces. Donc, non, ça ne se termine pas comme ça. Hein. Voilà. Donc là, je vous le dis très très vite parce que... Hein, donc vous avez ici une horloge, vous regardez votre montre, vous voyez que la vie a commencé, par exemple, on pourra dire à 1h30 de l'après-midi, hein, ou du matin, comme vous voulez, avec les premières roches sédimentaires à 2h du matin, à 3h moins le quart, les premières bactéries, à 4h30 de l'après-midi ou du matin, vous avez ce qu'on appelle les cyanobactéries, c'est-à-dire celles qui sont capables d'assimiler de l'oxygène, de rejeter de l'oxygène, enfin, etc., d'avoir une respiration. Et puis des microfossiles ont été trouvés aux alentours de 2 milliards d'années. Des eucaryotes, enfin les plus grosses cellules, se sont formées il y a environ... Oh, shit. Oui, non. Voilà. Se sont formées il y a environ 1,5 milliard d'années. Et puis tout a commencé à se précipiter, en tout cas dans le domaine de nos connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé avant, mais il y a 500 millions d'années, 500 à 600 millions d'années, les choses ont commencé à se précipiter dans nos connaissances parce qu'on a commencé à trouver des fossiles en chair et en os, si je peux dire, pas trop en chair, mais surtout en os, donc des fossiles, des choses minéralisées, soit des traces, soit des restes d'os, des morceaux de dents, enfin, etc., qui nous ont permis de remonter aux connaissances que nous avons aujourd'hui. Et puis, aux alentours de 200 millions d'années, et qui ont vécu extrêmement longtemps, jusqu'à 66 millions d'années, ce fut l'ère des dinosaures. Donc, vous voyez que les dinosaures sont bien plus évolués que nous, puisqu'ils ont vécu pendant plus de 150 millions d'années, 160 millions d'années. Nous n'avons jamais que 300 000 ans d'existence. Donc voilà, vous faites la comparaison et vous voyez que nous sommes très peu évolués en comparaison des dinosaures, bien entendu. Et puis, vous voyez qu'ici, à 1 million d'années, c'est-à-dire à midi moins 2 minutes, ou à minuit moins 2 minutes, est apparu le genre Homo. D'accord ? Et Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans. Donc, je crois qu'il faut vraiment que vous ayez tout le temps présent à l'esprit cette échelle des temps, que j'ai reportée ici également, pour vous rendre compte de ce que c'est que la vie. Quoi. La vie, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux, généreux, qui a une très très longue histoire. On est dans le fil de cette histoire, et cette histoire ne s'arrêtera pas avec nous. Elle va continuer au-delà de nous. Et c'est tout ce qu'il y a de plus réjouissant.
De savoir que, moi, enfin, ça me fait souffrir de savoir qu'il y a plein de choses qui se passeront quand je n'y serai plus et que je ne connaîtrai pas. Vraiment, je vous assure, ça me fait souffrir. Mais en tout cas, ça me laisse en même temps un grand sourire et beaucoup d'espoir pour la suite. Alors vous voyez ici, là j'ai reporté à l'échelle d'une année, donc tout ce qui s'est passé depuis 3,7 milliards d'années, janvier, février, mars, avril, jusqu'en octobre. Donc vous voyez le nombre de mois qui s'est écoulé. Et puis en novembre et en décembre, cette explosion que l'on appelle cambrienne. Pourquoi cambrienne? Ça vient de Cambria, qui est le terrain géologique sur lequel on a trouvé un nombre de fossiles extraordinaires au Pays de Galles. Donc voilà, on a appelé ça avant précambrien et après le cambrien. Et le cambrien a commencé au mois de novembre. Ça fait pas longtemps vis-à-vis de la fin de l'année. Et ici, donc, 0,5, l'explosion cambrienne. Alors ici, sur cette échelle, vous avez novembre et décembre ici, et ici l'actuel. Bon, si vous voulez, je vous donnerai le détail, mais comme je crois que j'ai beaucoup parlé, il faut que j'aille plus vite, non? Non? Oui? Non? Vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'on fait? On vote? On vote? Non, on fait un 49.3, on continue. Donc, voilà pour les esprits politiques. Donc voilà, donc nous en sommes là vraiment à minuit moins 2, c'est les 12 000 dernières années qui nous ont précédés, qui précèdent 2023, à l'Holocène, une période qui est qualifiée d'interglaciaire, parce qu'il faut quand même savoir qu'au cours de tous ces temps géologiques que je ne vous ai pas décrits là, il y a eu des glaciations, avec parfois 85%, 90% d'extinction d'espèces. Il y a eu des périodes interglaciaires, il y a eu des réchauffements climatiques, etc. Donc l'histoire de la vie a été ponctuée par tous ces changements de périodes glaciaires, interglaciaires et réchauffement climatique. Là, nous sommes en pleine période interglaciaire, et donc ça veut dire qu'il y a une flore qui est assez dense, qui a remplacé la toundra, il y a la fonte des glaces, il y a des précipitations qui accélèrent la pousse des végétaux, il y a les grands herbivores qui habitaient dans les zones tropicales qui se rabattent maintenant là où il y a à manger, et ils sont évidemment, comme vous l'expliquera très bien le professeur de Lumley, ils sont poursuivis par des hommes qui les chassent pour se nourrir et pour se vêtir. Alors, ils se sont éteints donc au cours de ces 12 000 ans, des mammouths, des rhinocéros, etc. Et il y a eu une foultitude, comme on dit aujourd'hui, d'extinction d'espèces très importantes qui se sont déroulées ces 12 000 dernières années et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'atteindre les 8 milliards d'humains sur la Terre. Et ces 8 milliards d'humains sur la Terre, que font-ils? Eh bien, hélas, ils continuent à transformer la géologie, enfin, ils deviennent, ce que j'ai dit en introduction, une force géologique à l'égal des grandes forces géologiques, enfin peut-être pas à l'égal, s'il y a des géologues dans la salle, ils ne seront peut-être pas contents d'entendre parler de ça, mais cette force géologique, eh bien, elle est à l'action et elle continue à dégrader les milieux, à surexploiter certaines zones, à introduire des espèces exotiques, et l'humanité est en train de devenir donc une force géologique nouvelle qui intervient avec une très très grande rapidité dans les cycles biogéochimiques du globe, et ceci sur quelques décennies. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de 6e extinction. Alors je m'achemine vers la fin. Où allons-nous donc? Eh bien, certains disent, eh bien, puisque la Terre ne sera plus habitable bientôt, nous allons aller chercher une planète B. Alors cette planète B existe-t-elle? Eh bien, il y a des chercheurs qui ont mis une bactérie qui s'appelle Deinococcus radiodurans, que vous avez représentée ici. Elle est très jolie, comme vous le voyez. Et c'est une bactérie qui est formidable, parce que elle est, on dit, extrémophile. Ça veut dire quoi? Phile, ça veut dire aimer, extrême. Elle aime les conditions extrêmes de chaleur, de température, de radiation, d'oxygénation. Elle résiste à tout, à l'oxygéné, au vide, à la dessiccation, à la famine, etc. Elle a été placée sur les parois de l'ISS, de la Station spatiale internationale, et elle est revenue saine et sauve, en pleine forme, 3 ans après avoir vécu sur les parois
de la Station spatiale internationale. Donc, sa survie a remis à l'ordre du jour une hypothèse qui était tombée en désuétude et qui avait connu une très très grande avenir, qui semblait contenir une grande postérité, et que l'on appelait la panspermie, c'est-à-dire que la Terre avait été ensemencée par des germes venus de l'espace. Et c'était des gens, des Nobel, Svante Arrhenius, Lord Kelvin, etc., des très très grands physiciens qui défendaient cette hypothèse, et qui a été complètement balayée quelques années après. Eh bien, la découverte de cette bactérie qui résiste à tout ça, eh bien, remet à l'ordre du jour l'hypothèse de la panspermie. Et cette résistance, alors là, accrochez-vous bien, c'est absolument extraordinaire. Elle la doit non seulement à sa forme de bactérie, mais au fait qu'elle a des capacités de réparation de l'ADN de son ADN, de son chromosome, donc qui sont extraordinaires. Nous, si on coupe notre ADN en 3 morceaux, c'est la fin, on est mort. Là, vous coupez en 800 morceaux, il y a des chercheurs qui ont coupé l'ADN de Deinococcus radiodurans en 800 morceaux, et en peu de temps, elle a réussi à remettre bout à bout les morceaux qui lui ont redonné la vie. Et vous voyez donc qu'elle est capable de ressusciter quelques heures après sa mort. C'est le rêve de l'humanité. Et donc, ça constitue, donc, cette capacité de réparation de l'ADN constitue, pour beaucoup de laboratoires aujourd'hui, des perspectives de recherche. Ça constituerait donc un disque dur ADN résistant à un éventuel holocauste nucléaire, et donc à la recherche du secret de l'immortalité, puisque vous savez peut-être qu'il y a aujourd'hui une voie de recherche animée par ce qu'on appelle les transhumanistes, et ces gens-là cherchent évidemment à immortaliser l'espèce humaine. Mort à la mort, c'est le slogan de ces chercheurs, de très très grands chercheurs. Moi j'en connais quelques-uns qui sont des immenses chercheurs et qui sont embarqués dans ce type de recherche. Donc l'essentiel des questions qui se posent, alors ça c'était une bactérie, Deinococcus radiodurans, mais encore mieux, si je peux dire, les tardigrades, eux ce sont des animaux, ce n'est pas une bactérie, c'est un animal, un tout petit animal qui mesure à peu près 1 millimètre, et autrefois on appelait ça un ourson d'eau. Il est magnifique, il est beau comme tout, si vous le voyez au microscope. Eh bien, il a 8 pattes, et il résiste à des températures extrêmes, de moins 273 degrés à plus 200 degrés Celsius. Il est 10 000 fois plus résistant que l'homme aux rayons X, et on le trouve à 6 000 mètres d'altitude ou à moins de 4 000 mètres de profondeur, au pôle ou à l'équateur, et il survit dans le vide spatial à une pression de 0 atmosphère. Et ils ont été récoltés dans les glaces. Vous savez que dans les glaces, aujourd'hui, on fait des recherches, on fait dans des carottes glaciaires, on fait remonter même des virus qui existaient il y a 2000 ans. Et là, on a trouvé des tardigrades qui sont revenus à la vie, c'est-à-dire que ce sont des animaux, si vous les privez en laboratoire, ça a été fait pendant 30 ans, comme Fleming avait laissé pousser la pénicilline en laissant pourrir, si je peux dire, une boîte de culture sur sa paillasse de son laboratoire. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont laissé pendant 30 ans des tardigrades. Eh bien, vous voyez que privé d'eau, de nourriture, de tout ce que vous voulez, le tardigrade vit. Et vous lui rajoutez une petite goutte d'eau, et à ce moment-là, il se remet à bouger avec ses 8 pattes, et c'est absolument extraordinaire. Et on dit qu'il vit en cryptobiose, et la stase, donc, qui peut se dérouler à moins 20 degrés, peut durer une trentaine d'années. Alors, évidemment, tout cela, c'est pour ça que je vous ai dit que les origines de la vie, ce n'est pas un sujet complètement farfelu comme ça, parce que c'est vraiment inscrit dans les travaux plus fondamentaux de la biologie aujourd'hui, des recherches de biologie fondamentale et appliquée. Deinococcus radiodurans, il y a des chercheurs en neurosciences qui essaient de voir comment on pourrait régénérer des neurones en les ressuscitant comme l'ADN de radiodurans. Donc il y a des applications, il y a évidemment des recherches fondamentales, mais thérapeutiques et appliquées fondamentales aussi. Donc où allons-nous? Est-ce qu'on va vers l'extinction? Tout le monde nous le dit, ça y est, c'est la fin, on va mourir, ou bien vers une post-humanité? Alors la question
première qui nous vient à l'esprit, est-ce que nous sommes perfectibles? L'espèce humaine est-elle perfectible? Vaste question. Vaste question, je ne vous donnerai pas ma réponse personnelle, mais alors, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on a le droit de participer soi-même, est-ce qu'une espèce a le droit de participer activement à son évolution biologique? Vous savez que l'évolution, c'est quelque chose qui se passe tout à fait naturellement, grâce à la sélection naturelle, et que, en raison des contraintes de l'environnement, il y a des espèces qui meurent, les dinosaures sont éteints, sauf les dinosaures aviaires, les dinosaures se sont éteints suite à une chute de météorites, probablement, c'est l'hypothèse la plus acceptée. Et puis, tout ce qui vivait en dessous les pattes des dinosaures, par exemple les premiers primates, les premiers mammifères, eh bien, ont trouvé tout d'un coup une niche écologique merveilleuse où se développer et évoluer et devenir donc les mammifères que nous sommes aujourd'hui. Donc l'évolution se passe indépendamment de la participation active. C'est une erreur que de penser que les espèces agissent sur leur propre évolution. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vu les progrès de la science, eh bien, des chercheurs disent que l'on peut fabriquer un homme augmenté, c'est-à-dire, Freud parlait déjà en 1930 de Dieu prothétique, c'est-à-dire que nous sommes capables de transformer avec des technologies non permanentes, des prothèses, des capteurs, des facilitateurs, etc., venant de l'extérieur. Nous sommes capables d'augmenter l'être humain, de fabriquer des hybrides homme-animal, des robots vivants, des xénobots, enfin, on peut en parler à l'infini si vous voulez, j'ai des exemples magnifiques, des cyborgs, ou bien, deuxième hypothèse, peut-on modifier l'homme, c'est-à-dire transformer l'humain dans sa biologie? Peut-on transformer le génome, notre ADN? Alors, en achimogie, je vous ai donné un peu quelques aperçus de ce qui se fait dans ce domaine-là, les ADN à 8 lettres, ou bien donc aménager ce génome, faire ce qu'on appelle un big génome, comme voilà. Et donc, j'ai terminé. Et donc, faire ce qu'on appelle un génome transhumain, un big génome, et ce qui permettrait à ces gens qui ont cette ambition de transformer, d'améliorer l'homme en fabriquant un homme modifié, ce qui aurait donc la vertu de redéfinir ce qui est génétiquement bien et ce qui est génétiquement mal. Donc c'est une forme d'eugénisme dont nous avons entendu parler et qui a été mis à l'épreuve il y a quelques dizaines d'années par l'Allemagne nazie. Donc ce n'est pas vraiment la même idéologie, mais ça s'en rapproche. Donc, pour conclure, je voudrais simplement, je vous ai dit des tonnes de choses un peu, mais simplement pour vous montrer que la recherche sur les origines de la vie, c'est vraiment un sujet très très porteur et qui nous amène aujourd'hui à conclure que là où les vies ailleurs nous permettent de se poser la question que si la vie, de toute façon, nous parlons que de la Terre, si la vie reprenait le chemin emprunté il y a 4 milliards d'années, personne ne peut certifier qu'elle suivrait exactement le même chemin. Autrement dit, on est complètement, je vous l'ai dit, la vie, c'est l'ensemble des relations qui unissent les êtres vivants entre eux et avec l'environnement. On est complètement dépendant de l'environnement dans lequel nous sommes, et donc, l'environnement a suivi un chemin, il y a eu des tectoniques, il y a eu enfin, tout ce que vous voulez, et l'environnement, si on reprenait tout depuis le début, il y a 4 milliards d'années, eh bien l'environnement nous conduirait certainement ailleurs. Si la vie a existé ou existe ailleurs, bénéficiant des mêmes conditions planétaires initiales que sur Terre, elle n'a évidemment pas la même histoire. Donc aller rechercher la vie ailleurs en recherchant ce que l'on a appelé pendant des années. Alors maintenant, les astrophysiciens commencent un peu à se rendre compte. C'est dommage, Stéphane est parti, mais c'est un débat. Les astrophysiciens disaient on va chercher des biosignatures. J'ai passé, peut-être 20 ans de ma vie à dire mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de signature
de vie identique à la nôtre ailleurs. Déjà, sur Terre, on ne connaît que 20% maximum du vivant. Alors aller dire qu'ailleurs, on va retrouver exactement la même chose que ces 20%-là, c'est vraiment ne rien comprendre à la biologie, quoi. C'est pas... Donc maintenant, les astrophysiciens commencent à chercher, surtout avec la découverte des exoplanètes, ils commencent à chercher des caractéristiques qui seraient caractéristiques de l'environnement dans lequel ils sont et qui pourraient être signes d'anomalies, entre guillemets, signature de quelque chose que l'on pourrait appeler la vie, mais qu'il faudra appeler peut-être différemment, peu importe, mais qui se manifesterait comme elle s'est manifestée sur Terre. Je répète que la principale anomalie qui caractérise la Terre, c'est la présence d'oxygène. Nous vivons grâce à un déchet. L'oxygène, c'est un déchet. Ça a été un déchet il y a 2,5 milliards d'années. Tous les organismes vivaient, mouraient quand ils rencontraient de l'oxygène. Et là, nous avons appris la respiration à l'aide du déchet des arbres et des plantes qui rejettent l'oxygène et qui nous permettent d'enrichir notre atmosphère. Donc, aller rechercher de la vie ailleurs, c'est aller chercher quelque chose qui ressemble... Alors, déchet, c'est un peu péjoratif, donc maintenant je ne l'emploie plus, ce terme, mais aller rechercher quelque chose d'autre, quelque chose de différent, qui ne semble pas s'accommoder avec les sentiers battus. Mais bien entendu, comment reconnaître et ou identifier quelque chose que nous sommes incapables de conceptualiser? Je vous ai prévenu en introduction, je ne vous dirai pas ce que c'est que les origines de la vie, je vous dirai éventuellement ce que c'est que la vie, mais c'est tout. Donc, pour terminer quand même sur une note optimiste, je m'appuie sur deux citations, donc le vivant, la chair du monde, comme disait Maurice Merleau-Ponty, survit, donc depuis 4 milliards d'années, donc ça c'est la meilleure nouvelle de la journée, je trouve. Et puis, deuxième bonne nouvelle, là où est le vivant, là où est le danger, croit aussi ce qui sauve, nous disait ce grand poète allemand Hölderlin. Et je crois que c'est à ça qu'il faut se raccrocher pour se rendre compte que tout n'est pas perdu, mais au contraire, il y a encore 4 milliards d'années devant nous qui nous attendent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça va, on a 4 milliards d'années pour faire le muséum. Donc, conférence passionnante. Vous voyez, on a encore 4 milliards d'années de conférences à peu près. On a le temps. Donc, je voudrais remercier Marie-Christine Morel, professeure à la Sorbonne, vraiment, et lui dire que nous attendons beaucoup avec le professeur Delumlé de son aide pour le projet sur le musée des origines et le muséum d'histoire naturelle à Nice, parce que c'est un beau projet. Avec un immense plaisir. Merci. Donc, s'il y a une ou deux questions, puisqu'en fait, on va être obligé de dédoubler la conférence, les gens attendent à l'extérieur. Donc, voilà. On a une c'est question quand même là, assez extraordinaire. Donc, deux questions rapides, si vous voulez bien. Bonjour, Monsieur Guillaume. Oui. C'est pour Madame Morel, hein, c'est la Bonjour, question. Monsieur Guillaume. Bonjour, Madame, et merci pour votre Monsieur conférence. Grisoni. Merci Bonjour, pour Monsieur votre Grisoni. conférence. Vous levez la main, que j'aime bien voir les gens. Au fond, avec le chapeau. Ah, très bien. J'ai rencontré Monsieur Yves Pacalet, qui est un chercheur, peut-être pas comme vous, pas au même niveau que vous. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». L'actuel, c'est possible. J'ai rencontré, donc, je voulais savoir si il fait un développement intéressant, savoir si vous l'avez lu. Non, 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 je ne connais pas. prenez le temps, ça prend 2 jours. Et qu'est-ce que vous en pensez de prime abord? D'après ce que j'ai entendu chez vous, non, on a de l'espoir que l'humanité ne disparaîtra pas. Oui, non, enfin, moi, mon message, c'est que c'est l'évolution. C'est-à-dire que l'humanité, telle qu'elle existe aujourd'hui, on a 300 000 ans d'existence. Henri Delumlé vous expliquera comment on en est arrivé aujourd'hui à être l'homo sapiens de 2023 que nous sommes. Mais vous le savez peut-être parce que si vous avez vécu quelques années, vous savez que la vie n'a rien à voir avec la vie que vous avez connue quand vous aviez 7 ou 8 ans, par exemple. Ça a complètement changé.
Eh bien, si vous voulez, cette période de vie que vous avez vécue, là, à l'échelle de l'humanité, s'accélère à une allure fantastique. On va de plus en plus vite dans les outils technologiques et dans donc l'arraisonnement, entre guillemets, de l'environnement, à tel point qu'effectivement, il y a une extinction brutale de la biodiversité. Il y a, enfin, tout le monde connaît cette anecdote de moi quand j'étais petite, qu'on partait en voiture, tous les 10 km ou 100 km, il fallait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait, c'était dégueulasse, il n'y avait que des moustiques, des mouches, enfin, etc. Et là, maintenant, vous pouvez faire 1000 km, et ben, un petit coup d'essuie-glace, éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vous a doublé d'un peu trop près, partant de pluie, mais sinon, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire qu'il y a 80% des insectes qui ont disparu d'Europe. Donc, vous voyez, c'est absolument phénoménal. Alors, bon débarras pour l'humanité qui a généré ce genre de pollution qui permet l'extinction des espèces. Oui, on peut le dire, on peut dire des choses à l'emporte-pièce comme ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que la vie existe depuis 4 milliards d'années, qu'elle a traversé des extinctions très brutales. 91% des espèces marines ont disparu. Donc, à un moment donné, au cours de la 3e ou 4e extinction, je ne sais plus, je n'ai pas mon tableau sous les yeux. Mais, et pourtant, nous sommes là, vous êtes là, en chair et en os, avec votre t-shirt rouge et bleu, et tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, pourquoi ne pas espérer, comme disait Hölderlin, que là où est le danger, croit aussi la survie, et voilà. Donc, oui, on peut dire à l'emporte-pièce, n'importe quelle Juste formule. pendant que le micro arrive pour la deuxième question, je voudrais vous remercier quand même le Théâtre de l'Artistique avec toute l'équipe d'Emmanuel Figueira. Je pense qu'on peut les applaudir qui nous accueillent. Oui, absolument. Avec Franck Gallo et Madame Perenetti qui font voilà, tout le travail technique. Les remercier, puis la direction des musées avec Madame Jacquard ici, directrice. Voilà, ça c'était le point 1. Vous dire, avant la dernière question, le mardi 4 avril, nous avons ici par le professeur Delumlé la suite avec l'évolution des êtres vivants, donc le 4 avril à 15h. Voilà, donc dernière question et après, oui monsieur, si on peut passer le micro, il y a une question derrière, pardon, il y a une question derrière, attendez. Oui, j'ai en Allez-y. profité pour poser une question simple d'un débutant. J'ai eu l'occasion de tomber à une réunion, à une soirée avec un monsieur que vous avez peut-être connu, Jean d'Ormesson, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui connaissait beaucoup de choses et qui nous avait posé la question bête pour nous, mais pour lui représenter peut-être quelque chose. Qu'est-ce que le temps ? Vous pouvez me répondre à cette question, et on était une quinzaine, vingtaine autour de lui et personne n'a pu répondre de quelque chose qui tenait la route. Oui. Eh bien, et il y a cette chose. Et quand on pense à tout ça, on se pose la question de savoir qu'est-ce que peut représenter l'être humain par rapport à ce qu'il vit dans la vitesse de la lumière. Quand on parle des choses maintenant qui représentent la vitesse de la lumière et tout ça, si on revient en arrière, on se rend compte qu'en ayant la vitesse de la lumière à l'envers, on peut recréer tout ce qui a pu exister avant nous, notamment des êtres, de la matière, et des choses comme ça. Et quand on parle du Big Bang, il y en a un qui parlait... Question courte, s'il vous plaît, parce qu'autrement, on va refaire la conférence. Donc, on va couper la lumière, on va couper carrément la lumière, et on va peut-être vous répondre sur le temps. Marie-Christine ? Alors, sur le temps, je pense que si vous étiez à la conférence de Jean Audouze, il a dû vous parler du temps, vous dire que le temps, ça n'existe pas. Ce que l'on connaît, ce que l'on mesure, c'est la durée. Et par contre, en biologie, on connaît le temps. Enfin, si vous voulez, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas mesurer le temps. Ça ne se mesure pas. On a une durée. Mais par contre, en biologie, c'est un concept que l'on utilise beaucoup parce qu'on a des traces. Alors, on a des traces d'apparition d'organismes et grâce à des méthodes physiques, par exemple les datations isotopiques au carbone 13 ou à d'autres méthodes physiques, eh bien, dont on connaît la période d'extinction des éléments, eh bien, on arrive à dater
donner des heures, comme je vous ai montré l'horloge, on arrive à dater. Donc, voilà, c'est tout. Donc le temps n'existe pas pour les astrophysiciens. Pour les biologistes, il existe. Il existe une discipline très en pointe qui s'appelle la chronobiologie et qui montre donc qu'on est géré par des cycles circadiens, jour-nuit, où nous avons des hormones qui sont sécrétées la nuit, enfin la veille, dès que la lumière tombe. Eh bien, cela entraîne le sommeil. Et puis, par contre, il y a des hormones de l'éveil qui font que dès que la lumière apparaît, eh bien, il y a toute une série de cycles hormonaux qui se remettent en route. Donc, voilà, les plantes aussi sont réglées par des cycles circadiens. Donc, en biologie, le temps existe parce qu'il est mesurable. Hein, alors qu'en astrophysique, ça n'est pas mesurable. Alors pour terminer, le temps s'écoule. Peut-être vous poserez la question. Merci à vous tous. 4 avril, prochaine conférence. On applaudit Madame Morel. Bravo.